Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Éléonore et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser un petit peu comment les réglementations européennes influencent les développements des technologies d'IA et voir si elles constituent plutôt un frein ou un levier à l'innovation pour les entreprises en Europe. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à te spécialiser sur le droit du numérique et plus spécifiquement autour de l'intelligence artificielle? Bonjour, déjà merci beaucoup de m'avoir proposé de venir, c'est très chouette et très contente d'être là. Je suis avocate depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé au départ par propriété intellectuelle assez classique, droit des marques, etc. Et assez rapidement, j'ai commencé à travailler sur tous les sujets plutôt d'innovation, de technologie, parce que je trouvais que c'était sympa de devoir trouver des solutions sur des sujets où justement il n'y en avait pas encore et devoir vraiment avoir un travail un peu de construction et de création. Il y a 7 ans maintenant, on a créé un cabinet qui s'appelle Bold avec mes associés, qui est un cabinet d'avocats, d'experts comptables qui est dédié aux startups et aux PME qui ont des besoins récurrents, qui sont en croissance, qui ont pas mal d'évolutions, qui font qu'elles ont des besoins juridiques au fil de l'eau, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de les accompagner dans la durée. Et aussi parce qu'on a un modèle éco assez spécifique à l'abonnement, un peu comme un SaaS, mais pour des avocats et des experts comptables. Et donc forcément, vu qu'on accompagne des entreprises plutôt innovantes, beaucoup de startups, et que moi j'étais sur tous les sujets innovation tech, le pas vers l'IA, il est assez évident. Déjà, moi ça m'intéressait, mais on a évidemment pas mal de clients qui sont dans le secteur et qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin qu'on puisse les accompagner sur la réglementation qui arrive, qui ont besoin qu'on les accompagne sur les négociations, parce qu'il y a déjà des sujets de négociation qui se créent avec leurs clients sur ces questions-là. Pour nous, c'est vraiment un sujet phare et on a créé un lab IA au sein du cabinet pour justement réfléchir à toutes ces problématiques. C'est une sorte de think tank avec des gens qui sont particulièrement intéressés par le sujet et où on échange beaucoup, et y compris avec nos clients et d'autres acteurs du secteur pour essayer de prendre de la hauteur, réfléchir aux enjeux, dégager des solutions pratiques. Tu parlais de la réglementation, il y a des choses assez anciennes comme le RGPD, mais sur le numérique au sens large, au niveau européen, il y a pas mal de réglementations, tu vois, le RGPD, le DSA, le RIA, le Data Act. Donc il y a plein de choses, c'est hyper dense et en même temps ça évolue quand même un peu en permanence. Est-ce que de ton point de vue, il y a une vision un peu cohérente sur tous ces textes, ou c'est un empilement de textes et comment ils cohabitent ensemble, on va dire, tous ces textes qui réglementent des choses, diverses, mais qui se croisent quand même? Effectivement, on a un peu l'impression parfois d'avoir une avalanche. Pour être honnête, avec certains des textes qui font plusieurs centaines de pages, parfois c'est un peu dur de tout digérer. Alors pour y voir un peu plus clair, si j'essaie de te le mettre par thème, bon, le premier, c'est le RGPD, c'est aussi le premier que tu as cité. C'est un peu le premier de la série, j'ai envie de dire, c'est un peu le grand-père de tous les autres piliers, parce qu'il mine de rien, il date presque 10 ans, il a été adopté en 2016, même s'il est entré en application qu'en 2018. Donc là, on est sur protection des données personnelles. Bon, là, celui-là, tout le monde le voit assez bien de quoi il parle. Après, on a effectivement le Data Act et on a un deuxième qui est le Data Governance Act. Donc les deux sont plutôt sur la thématique de la donnée au sens valeur économique et valeur qui doit circuler. Donc ça s'inscrit dans une stratégie de marché unique de la donnée. Tu en as un qui organise plutôt un système d'accès et de partage de données des institutions publiques, il met en place un système d'intermédiaires qui sont là pour garantir qu'il y a un accès égalitaire à la donnée, qui est un principe de neutralité, qu'il n'y ait pas des acteurs favorisés par rapport à d'autres. Et le Data Act, pour sa part, lui, il est plutôt sur l'idée de redonner aux personnes, que ce soit des entreprises ou des individus, le pouvoir sur leurs données en leur permettant d'avoir accès à leurs données et de les réutiliser, de les partager avec des tiers. Par exemple, tu veux utiliser les données de ta voiture parce que tu veux les partager avec ton assurance. Donc voilà, le Data Act, il organise plutôt ça. Évidemment, tout ça dans le respect du RGPD. Donc déjà là, on voit qu'effectivement, il y a des liens entre les deux et qui se répondent. Tu as parlé aussi du DMA, du DSA. Ceux-là, ils sont venus un petit peu plus tard que le RGPD. Le DMA, on est plutôt sur un sujet de concurrence. Donc c'est Digital Market Act. Là, l'objectif, c'était de donner les moyens aux acteurs, aux petits acteurs d'émerger sur le marché en évitant que les gros acteurs type GAFAM les étouffent. Donc de lutter contre des pratiques où ce type d'acteur allait s'auto-favoriser, faire en sorte que sur sa plateforme, ce sont ses applications forcément qui sont mises en avant, le fait qu'ils puissent croiser les données sur leurs différentes applications, etc. etc. Donc ça, c'est tout ce que le DMA vient réguler. Donc c'est par exemple du fait du DMA que maintenant, tu n'as plus d'office Google comme navigateur par défaut sur ton navigateur quand tu installes Chrome.
t'installes Chrome et il va te demander quel est le navigateur par défaut que tu souhaites utiliser. Voilà, ils sont obligés de te le demander pour pas favoriser leur propre navigateur. Voilà, ça, c'est un exemple de ce que le DMA a mis en place. Et le DSA, là, pour le coup, Digital Service Act, on est sur les sujets de contenu. On s'adresse aux plateformes avec comme objectif qu'elles luttent contre les contenus illicites. Ça va s'appliquer, par exemple, à tout ce qui est moteur de recherche, plateforme d'hébergement, sachant que l'hébergement, c'est entendu au sens très très large. On parle de toutes les plateformes en ligne qui stockent, mais aussi qui diffusent des informations. Donc nous, typiquement, on a pas mal de clients qui tomberaient dans cette réglementation-là, du simple fait qu'ils ont une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent s'exprimer. Potentiellement, ils tombent dans cette définition-là. Et tous ces acteurs ont une série d'obligations, plus ou moins fortes en fonction de leur taille. Il y a quand même un principe de réalité dans ces réglementations-là. Ils essaient d'être assez pragmatiques, mais en tout cas, ils imposent aux acteurs de prendre certaines mesures pour lutter contre les contenus illicites, de faire en sorte que il y ait des process pour les retirer s'ils sont signalés, des process d'information, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pour DMA, DSA. Et le dernier en date, c'est le RIA, le règlement sur l'intelligence artificielle, qui date de l'été dernier, qui n'était pas censé être le dernier, parce qu'on devait aussi avoir normalement une directive sur la responsabilité du fait de l'IA qui devait arriver, mais qui pour l'instant a été un petit peu enterrée, juste après le sommet de l'IA d'ailleurs. Je pense qu'ils ont entendu les reproches sur la régulation et le fait qu'on empilait trop de régulation. Donc voilà, ce projet-là, pour l'instant, il est en stand-by, mais on a déjà toutes les autres réglementations. Et tu me posais la question de est-ce qu'il y a une cohérence ou pas. Oui, clairement, il y en a une. On est sur des réglementations qui prennent en fait chacune un pan de droit, qui se répondent. Mais surtout, ce que je trouve hyper intéressant et qu'on voit vraiment depuis quelques années, qui était moins le cas avant, c'est qu'il y a une vraie démarche pour faire un marché européen unique très très fort. C'est-à-dire, je m'explique, on passe par des règlements et pas par des directives. Donc la différence, c'est que le règlement, il est directement applicable dans tous les pays de l'Union européenne, versus la directive, c'était l'Europe pose des principes, mais derrière, chaque pays va prendre une loi pour transposer dans son propre système de droit. Et donc, on avait forcément des transpositions où, ok, le cœur était à peu près le même, mais on avait des divergences. Versus un règlement, ça va être le même partout. Donc, c'est assez pratique. Si tu veux, nous, très concrètement, quand on conseille un client qui est dans plusieurs pays, quand on est sur un sujet RGPD, on est assez tranquille. On sait que si on respecte le RGPD, il va être conforme dans tous ces pays cibles, tous ceux où il a des utilisateurs, versus sur d'autres questions de droit, on se dit, ah bah ouais, là, il va falloir que tu fasses checker en droit espagnol, en droit allemand, comment ça fonctionne. Donc là, ça permet quand même à une entreprise, du coup, de s'étendre beaucoup plus vite. Donc on voit qu'il y a une volonté, justement, de permettre aux entreprises européennes d'avoir quelque chose d'assez unitaire sur tous les marchés européens pour pouvoir s'étendre sur tout le marché européen. Et surtout, il y a un deuxième mécanisme qu'on voit dans ces réglementations-là qui est super intéressant, qui est qu'il s'applique aussi aux entreprises qui ne sont pas en Europe, mais qui veulent proposer leurs services en Europe. Clairement, la volonté derrière, c'est de viser les GAFAM. C'est de faire en sorte que, ok, on impose des règles aux acteurs européens, mais qu'un acteur comme un Facebook, un Meta maintenant, ou un Google, s'il veut venir sur le marché européen, il va devoir se plier aux mêmes règles et avec les mêmes sanctions, et sanctions qui sont exprimées soit en montant absolu, soit en pourcentage de chiffre d'affaires. Et donc là aussi, on voit la volonté de pouvoir taper là où ça fait mal, et de la même façon sur toutes les entreprises. Donc, on a quand même une stratégie qui est assez cohérente et surtout qui est affichée avec des objectifs très clairs, qui est, voilà, nous, on veut protéger les citoyens européens dans tous leurs droits, leurs libertés fondamentaux. Il y a certaines valeurs qu'on veut pas voir piétiner. On veut que ce marché européen soit fort. On veut renforcer la souveraineté numérique européenne et on veut vraiment rééquilibrer ce marché en termes de concurrence face aux GAFAM. Peut-être, tu en as parlé du RIA, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, mais si on zoome un petit peu sur celui-là, tu vois, c'est quoi les motivations derrière ou l'intention plus spécifique sur l'IA et c'est quoi un peu les grands sujets qu'il traite, tu vois, les grands objectifs qu'il essaie d'atteindre? Contrairement à une image qui est assez populaire et qu'on entend pas mal en ce moment, l'Europe régule pas pour le plaisir de réguler. Donc bon, ils ont pas à réguler juste en se disant tiens, il y a un sujet qu'on n'a pas encore traité, on va se faire plaisir, on va se faire un kiff dessus. Non, ils régulent pour pouvoir justement promouvoir un secteur. Alors je sais que ça paraît pas forcément évident, mais l'idée c'est de se dire si on crée un cadre de confiance qui font que les utilisateurs vont pouvoir utiliser un certain nombre de produits et de services en ayant confiance dans le fait qu'ils fonctionnent d'une certaine manière, déjà ça va favoriser l'adoption de ces produits ou de ces services-là. Et pour les acteurs qui les proposent, donc pour toutes les boîtes qui, elles, vont proposer des solutions d'IA, en l'occurrence, au moins, elles ont une certaine sécurité parce qu'elles savent exactement à quoi s'en tenir et elles savent qu'elles vont pas se faire taper sur les doigts si elles respectent un certain nombre de règles. Donc, le but du jeu, c'est, au départ, finalement, de promouvoir l'IA et justement de promouvoir l'innovation et non pas du tout de la réguler ou de l'empêcher. Simplement, là, dans l'IA, il y avait aussi un autre facteur qui est que l'IA, il y a un potentiel de risque qui est quand même assez fort. Et donc, l'Europe s'est aussi dit, on veut poser un certain nombre de valeurs
qu'on veut préserver, sur lesquels on veut pas transiger et on veut s'assurer que dans le développement des solutions d'IA, ces impératifs de santé des personnes, les impératifs de sécurité et de respect des droits fondamentaux, donc le fait que tout le monde soit traité avec une égalité de traitement, par exemple, ou par exemple des biais qui feraient que certaines personnes seraient traitées d'une manière et d'autres d'une autre manière. Voilà, protéger contre tous ces effets néfastes, toutes les dérives que pourraient provoquer les systèmes d'IA, c'était l'un des buts aussi de cette réglementation. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure d'un cadre de confiance, c'est exactement ça, c'est dire, voilà, les IA vont pouvoir se développer en rassurant leurs futurs utilisateurs sur le fait que on aura mis en place certains garde-fous. Et il y avait aussi, je pense, un troisième, quand même une troisième motivation, où là, je viens peut-être nuancer un peu ce que je disais en intro quand je disais on régule pas pour le plaisir de réguler. Je pense qu'il y a des enjeux géopolitiques même dans la réglementation et qu'il y a aussi la volonté de se positionner comme un acteur de référence, comme un régulateur de référence sur l'échiquier de l'intelligence artificielle. Et il y avait clairement la volonté de refaire un peu ce qu'on appelle le Bruxelles Effect qui s'est passé avec le RGPD, où le RGPD a été adopté, et derrière, ça a inspiré énormément d'autres pays en termes de réglementation qui ont repris certains principes, parfois copié certains mécanismes. Et je pense que là, il y avait aussi cette volonté avec l'IA de dire, voilà, regardez, je marque assez vite que j'ai dégagé un certain nombre de solutions dans la perspective que d'autres pays s'en inspirent et que forcément, ça accroît l'influence de l'Europe, du coup, en termes d'intelligence artificielle. Avant l'entretien, on en parlait, là où on entend souvent cette citation, là, tu sais, les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens régulent. Tu dis que le fait de mettre en place une réglementation, c'est pour créer un cadre de confiance, favoriser l'innovation. Et en parallèle de ça, tu parlais du contexte géopolitique, mais on voit que depuis que Trump est arrivé au pouvoir, lui, c'est déréglementation à mort. En tout cas, il remet en question ce qui avait été mis en place précédemment, même si c'était pas complet, en tout cas, il y avait une réglementation qui se mettait un petit peu en place. Comment justement, toi, tu interprètes ça et en quoi le fait d'avoir une réglementation en Europe peut être un vecteur d'innovation? Là, on voit aux États-Unis, c'est on y va pleine balle et on arrête de réglementer les risques, tout ça, on verra plus tard parce qu'il faut y aller. Et en plus, tu vois, dans l'actualité récente, on voit que à la fois sur le RGPD, mais aussi sur le RIA, il y a des réflexions pour essayer de diminuer peut-être le niveau d'exigence pour pas freiner. Donc, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir aussi sur cette volonté de Bruxelles Effect dont tu parlais, de se positionner avec une vraie vision européenne différente de celle qu'on peut voir aux États-Unis ou en Europe? C'est évident que quand tu régules, tu viens, dans une certaine mesure, freiner l'innovation. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, c'est sûr qu'entre actuellement un Trump qui a complètement dérégulé le marché et qui a effectivement enlevé les quelques très rares débuts de mesures qui avaient été pris par Joe Biden, et l'Europe où on a un règlement intelligence artificielle qui va nécessiter que les boîtes qui en font détournent une partie de leurs équipes pour faire de la compliance. Bon, c'est évident qu'il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Maintenant, effectivement, alors d'ailleurs, comme tu l'as souligné, ils reviennent un peu en arrière puisqu'on a eu l'annonce cette semaine du plan d'action de l'Europe pour faire de l'Europe un leader en matière d'IA. Et un des piliers qu'ils ont décidé de mettre en place, c'est simplification de la réglementation. Alors, à ce stade, on ne sait pas encore exactement comment. Ils ont lancé une consultation publique et donc je pense qu'ils vont construire quelle simplification aussi au fur et à mesure de ce que les acteurs et les opérateurs du secteur vont leur remonter. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose de simplifier. Je pense aussi qu'ils vont pas forcément revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire que pour moi, ou en tout cas d'après ce que j'en interprète, tout ça s'inscrit plutôt dans la lignée d'une volonté de simplifier les charges documentaires qui pèsent sur les entreprises. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement la même chose sur le RGPD il y a quelques semaines. Ils ont aussi annoncé une simplification du RGPD. Ils avaient l'air d'évoquer non pas une simplification des principes, c'est pas le fond des règles qui va changer, c'est plutôt tous les aspects de compliance pure, le fait qu'on doit produire pas mal de documentation pour montrer qu'on est conforme. Typiquement, dans le RGPD, il faut faire un registre de traitement, il faut faire, etc., etc. Et en fait, je crois que c'est plutôt ça qu'ils veulent alléger. Et ça, pour le coup, c'est une très bonne chose. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est des charges qui sont inutilement lourdes pour les entreprises et surtout au début. Mais en tout cas, en soi, sur le fait d'avoir des règles en tant que telles, et le fait de réguler un certain nombre de modes de fonctionnement, je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose, parce que je pense qu'il y a quand même une attente des utilisateurs eux-mêmes par rapport à tout ça. Encore l'autre jour, je regardais un reportage sur TikTok et où on voyait les Américains, que ce soit la population ou le gouvernement, un peu s'offusquer quand ils ont réalisé que c'était un moyen pour remonter de la data en Chine. Les États-Unis non plus n'ont pas envie que leurs données partent en Chine. Donc c'est exactement la même chose. De la même manière, l'Europe n'a pas forcément envie que
tout parte aux États-Unis ou tout parte en Chine non plus. Donc voilà, poser ces garde-fous, je pense que c'est une bonne chose et je pense que c'est important de les garder. Maintenant, le fait qu'ils annoncent cette simplification, ouais, je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça va éviter de détourner énormément de ressources à juste montrer, ou plutôt créer des façades pour montrer qu'on respecte des règles, et ça va permettre de plutôt se poser la question de comment est-ce qu'on les respecte vraiment. Parce que tu vois, il y a une certaine dérive pour moi parfois à la compliance. On arrive à des situations un petit peu paradoxales. Enfin, je te donne un exemple, par exemple sur le RGPD. Au titre du RGPD, tu dois dans certaines situations nommer un Data Protection Officer, donc quelqu'un qui est en charge de tous les aspects de données personnelles. Et on te dit que cette personne doit être indépendante et que donc cette personne ne peut pas être un des dirigeants de l'entreprise. En tout cas, les guidelines qui étaient sortis au niveau européen nous disaient ça ne peut pas être le dirigeant de l'entreprise. Nous, on conseille des startups, donc on conseille des boîtes où on a des équipes de 5-6 personnes. C'est très compliqué d'en nommer un DPO. Souvent, les personnes les plus compétentes pour le faire, ça va être les dirigeants de l'entreprise. Et nous, on s'est déjà retrouvés dans cette situation où on a nommé, on a aidé un de nos clients à ce qu'il soit nommé DPO. Il a dû échanger avec la CNIL qui lui demandait un peu des comptes là-dessus. Et en fait, nous, on a argumenté pour dire, mais on entend que le DPO doit être indépendant, etc. Et que donc, si on respecte les guidelines européennes, ça ne pourrait pas être le dirigeant. Maintenant, dans une startup, si en réalité vous voulez vraiment que le RGPD soit mis en œuvre, il vaut mieux que ce soit un dirigeant. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait la volonté et le pouvoir de dire on va faire les choses comme ça, plutôt qu'un salarié qui à la limite va pas du tout être écouté parce que dans une startup, les impératifs de survie et de aller trouver les clients, aller vite, s'adapter vite, feront qu'un salarié lambda sera peut-être pas entendu, là où un dirigeant qui montre qu'il a une vraie volonté de faire les choses correctement dès le départ et de construire dès le départ a plus de chances d'être entendu. Donc tout ça pour dire que la compliance, parfois, arrive à ce qu'on se détourne de la véritable raison pour laquelle on essaie de faire les choses au départ. Et donc en ça, je trouve que les annonces de simplification qu'on a, si elles vont dans ce sens de enlever l'inutile pour ne garder que les fondamentaux, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Mais après, à voir très concrètement comment ça va être simplifié, puisque à ce stade, on a les annonces, on a les tendances, mais on n'a pas du tout le fond de comment ça va se passer. Si on revient sur le RIA, tu en as parlé rapidement, mais il classe en fait les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. Est-ce que tu pourrais préciser un peu en quoi consiste cette classification? Et toi, avec le regard que tu as de juriste et d'accompagnement de start-up technologiques, tu vois, est-ce que tu penses que cette classification, elle est adaptée à la réalité du terrain en fait? Alors, on voit souvent effectivement des petits schémas avec des pyramides où on voit, voilà, si vous êtes sur tel niveau de risque, vous avez tel type d'obligation. C'est pas complètement faux et c'est vrai que clairement, le règlement, il a une approche par le risque au sens où c'est précisément parce qu'il y a des risques qu'il a régulé et c'est pour limiter ces risques qui pose un certain nombre d'exigences à respecter. Là où je suis pas forcément, moi, toujours d'accord avec les schémas en question, c'est que, alors déjà, j'ai pas forcément le même niveau de risque selon les pyramides. J'ai déjà vu des pyramides à 3 étages, d'autres à 4 étages, donc déjà, ça montre que tout le monde n'est pas forcément d'accord entre eux. Mais surtout, là où je suis pas d'accord, c'est qu'en gros, on schématise en disant, vous avez un risque, en gros, inacceptable, et dans ce cas-là, l'IA est interdite. Un risque élevé, dans ce cas-là, il y a pas mal de réglementations. Un risque faible et vous n'avez qu'une obligation de transparence, ou vraiment un risque minimal et vous n'avez rien. Pour moi, c'est pas complètement exact et c'est pas exactement comme ça que le règlement a été construit. Et donc, on occulte une partie des obligations auxquelles on peut être tenu si on le voit comme ça. Il y a 4 catégories de sujets, on va dire. Il y a les IA qui sont interdites. Là-dessus, ok, tout le monde est d'accord, c'est très très clair dans le règlement. Il y a une série de choses où, du fait des valeurs dont je parlais tout à l'heure, on a dit on veut pas de ça en Europe. Typiquement, la notation sociale ou la surveillance en temps réel dans les espaces publics. Voilà, les IA qui permettraient de faire ça en tant que tel, c'est niet. Ok. Ensuite, on a les IA à haut risque. Donc là, on a un certain nombre de domaines qui sont listés dans le règlement. Et c'est là qu'il y a le plus de réglementation, effectivement. Finalement, 80%, disons 90% du règlement vient traiter des IA à haut risque. Ensuite, on a à côté de ça le sujet des modèles. C'est-à-dire que les modèles d'intelligence artificielle, donc je distingue, les modèles, c'est plutôt une brique type GPT, Llama, c'est-à-dire la brique qui va permettre de générer, notamment de faire de l'intelligence artificielle générative, versus le système d'IA, c'est le système qui va intégrer une interface, pourquoi pas aussi un modèle, et aussi potentiellement d'autres choses. Donc le modèle, on parle vraiment de la brique technologique fondamentale qui va permettre de faire de l'IA générative. Ça a été rajouté en plus dans le règlement, un peu en bout de course,
parce que ChatGPT est arrivé sur le marché et est venu un peu bouleverser tout ça. Et donc le règlement, un peu en dernière minute, a rajouté aussi des règles pour dire, OK, alors quand vous faites un modèle, il y a aussi un certain nombre de règles. Et puis si votre modèle, il est particulièrement puissant et donc particulièrement à risque, il y a encore un peu plus de règles. Et enfin, on a une autre catégorie à côté, où ce qui reste, on va dire, c'est par dire tout ce qui n'aura pas été réglementé soit par les IA au risque, soit par les dispositions sur les modèles. Bon, là, on n'a pas de disposition spécifique en tant que telle. C'est sur les schémas qu'on voit souvent le dernier étage de la pyramide, l'étage le plus bas. En revanche, on a une obligation de transparence pour certains systèmes d'IA, et en substance, c'est tous les systèmes qui sont en interaction avec les personnes, où on a besoin que les personnes comprennent qu'elles soient face à une IA, qu'elles en aient conscience, où on veut aussi, par exemple, que des contenus qui soient générés par IA soient marqués en tant que tels pour que les personnes puissent le savoir. Et ça, souvent, donc, c'est présenté comme l'obligation afférente aux systèmes qui ont les risques les plus faibles. Et c'est là où les schémas traditionnels, pour moi, sont pas complètement exacts, puisqu'en fait, cette obligation, elle vient s'ajouter aux autres. Donc, vous pouvez très bien être sur un système d'IA au risque, vous avez déjà tout un pan d'obligations à respecter, mais si en plus de ça, vous êtes dans l'une des catégories qui tombe dans l'obligation de transparence, vous allez avoir l'obligation de transparence en plus. Donc, et pareil pour, évidemment, si vous tombez après dans un système d'IA qui n'est pas au risque, là, effectivement, il ne vous restera que cette obligation de transparence. Mais c'est en ça où, pour moi, il y a finalement 4 catégories. Il y a les interdites, il y a les hauts risques, il y a les modèles, et après, il y a tout le reste. Et cette obligation de transparence vient en transversalité sur l'intégralité de celles qui ne sont pas interdites, puisque celles qui sont interdites, par définition, on n'est même pas censé les opérer. Tu en as parlé en disant qu'on avait rajouté à la fin de la question de GPT et de l'IA générative d'une certaine façon. Dans le domaine des technologies d'IA, on voit que tout va, enfin en tout cas dans l'IA générative en ce moment, tout va très très vite. À côté de ça, la réglementation, surtout au niveau européen, forcément ça prend du temps, il y a des négociations, des réflexions. Donc le temps de la réglementation, il n'est pas du tout celui de l'innovation technologique. Est-ce que le règlement, il prévoit des mécanismes pour s'adapter à ces évolutions et pour faire en sorte que on puisse prendre en compte les évolutions, et deux, que finalement la réglementation elle soit pas obsolète à partir du moment où elle est posée, parce qu'en fait tout va trop vite. Donc justement, peut-être être plus sur des principes que des choses très très dans la méthodologie qui deviendraient caduques assez rapidement. Ils ont essayé, en tout cas. Alors, ce qui est certain, c'est que les rythmes sont différents entre la technologie et la réglementation sera toujours un peu en retard. Je pense que ça, c'est inévitable. Certains diront que c'est même une bonne chose parce que ça permet aux régulateurs de prendre le temps de la réflexion. Mais en tout cas, d'un point de vue technologique, on a toujours ce problème-là, et je trouve que c'est encore pire avec l'IA qui avance vraiment particulièrement vite. Maintenant, on voit aussi que dans le règlement, ils ont vraiment essayé d'anticiper ça. Effectivement, en prenant des règles plutôt générales et en renvoyant beaucoup aux acteurs eux-mêmes pour éditer des guides, des bonnes pratiques, ou en renvoyant aussi à la commission pour adopter des choses pour venir préciser le règlement de façon plus concrète. Et donc ça, c'est des choses qui derrière pourront se modifier plus facilement que la réglementation elle-même. Ensuite, on voit aussi que dans le règlement, il y a parfois des sortes de soupapes pour permettre à la commission de faire évoluer facilement le règlement sans repasser par tout le processus législatif. Par exemple, je parlais tout à l'heure des IA à haut risque. Les critères pour déterminer si on tombe ou pas dans cette catégorie-là, ils sont posés par une partie du règlement. Et le règlement lui-même prévoit que cette partie-là peut être modifiée par la commission par acte délégué. La commission peut le modifier elle-même directement. Donc en tout cas, ils ont essayé de mettre en place les mécanismes pour lui permettre d'être un petit peu plus évolutif. Est-ce que ça suffira ? J'en suis pas sûre, puisque, encore une fois, comme ils ont annoncé là très récemment une simplification de la réglementation, il est possible qu'ils repassent par un autre chemin pour déjà alléger un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, pardon, je te donne juste une précision complémentaire aussi, c'est il y a une entrée en vigueur différée dans le règlement. Et je pense que ça aussi, c'est fait pour permettre aux entreprises d'avoir le temps de se mettre en conformité, mais je pense qu'il y a aussi une volonté de permettre justement aux acteurs de appréhender concrètement comment est-ce qu'on doit mettre ça en place pour pouvoir réagir et pour pouvoir ajuster. En fait, c'est pour ça que j'en parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait c'est quand même étonnant que le règlement soit même pas entré en vigueur et ils pensent déjà à le modifier. Oui, dans un sens, oui, dans l'absolu. Maintenant, je pense que s'ils se sont donné ces temps d'entrée en application, d'entrée en vigueur, c'est aussi justement pour peut-être, je trouve que c'est en tout cas assez encourageant qu'ils aient un principe de réalité et qu'ils commencent déjà à adapter les choses s'ils se rendent compte que c'est pas suffisamment adapté pour rendre le marché compétitif.
c'est marrant ce que tu dis sur la mise en œuvre décalée. Enfin, je me rappelle à l'époque de l'entrée en vigueur du RGPD, il y avait eu un décalage, je crois, de presque 2 ans. Et pour autant, les entreprises étaient quand même à la bourre dans sa mise en œuvre quand c'est devenu vraiment effectif. Et justement, par rapport à ça, comment les entreprises européennes et en particulier peut-être les petites structures PME, start-up, qui n'ont pas la capacité d'avoir des équipes dédiées à ces sujets-là, tu vois, comment elles font pour s'adapter à ces nouvelles réglementations sans compromettre leur compétitivité en Europe et aussi sur un marché qui peut être mondial, quand on sait, comme on disait, que aux États-Unis, il y a une réglementation qui est en train de disparaître, en Chine ou dans d'autres pays, la réglementation elle est sûrement différente. Enfin, tu vois, comment ces entreprises-là, elles font ça, surtout pour des entreprises peut-être technologiques ou même des entreprises qui développent des technodières? C'est très bien ce que tu dis sur le RGPD et c'est marrant parce qu'on voit que c'est pas du tout la même chose sur l'intelligence artificielle. Pour l'anecdote, enfin, je me souviens effectivement quand le RGPD est entré en application, il y avait un côté, enfin, il y a des boîtes qui s'y étaient mises avant, hein, mais il y a aussi beaucoup de boîtes qui s'étaient dit bon, on va attendre que ça arrive, on verra bien. Et notamment si je pense au public startup, forcément qui est celui que moi je connais le mieux. Et on voit que là, par contre, tout le monde est déjà en train d'anticiper. Parfois même, on a déjà des clauses, nous, des demandes de clauses dans les contrats, de conformité à la réglementation, alors que la réglementation est même pas encore en application. Donc, on voit que le sujet est beaucoup pris à bras-le-corps, par les entreprises sur l'IA qu'il ne l'avait été sur le RGPD. Donc ça, je trouve que c'est assez, enfin, c'est un côté assez amusant. Par rapport à ta question sur, oui, la compétitivité, est-ce qu'elles peuvent faire? Alors c'est sûr que c'est plus compliqué d'être compétitif dans ce contexte-là, hein. Là aussi, je pense qu'il faut quand même être un peu réaliste. Maintenant, comme je le disais, le règlement lui-même n'est pas encore complètement en application, puisque tout ce qui concerne les IA haut risque, et encore une fois, c'est la plus grosse partie du règlement, ça n'entrera en vigueur qu'à partir de août 2026, voire août 2027, selon le type d'IA. Et donc, toutes les IA haut risque, qui pourraient être à haut risque, en tout cas selon le RIA, qui sortent maintenant, elles sont même pas soumises. Donc déjà, c'est un peu le moment d'essayer des trucs et de lancer des trucs sur le marché, parce que là, on peut encore un peu tester certaines choses. L'autre point aussi à souligner, c'est que dans le règlement, on voit qu'il y a aussi un principe de réalisme où ils ont voulu essayer de favoriser l'innovation parce qu'il y a une prise en compte de la réalité économique d'une PME ou d'une start-up. Il y a pas mal de dispositions sur lesquelles ils ont des règles un peu plus souples. Par exemple, en termes de documentation, ils vont pouvoir mettre en œuvre une documentation simplifiée. Les sanctions sont plus faibles. En tout cas, certaines sanctions sont plus faibles pour les PME et les startups. Et surtout, il y a des mesures de type bac à sable réglementaire, c'est-à-dire un dispositif un peu encadré dans lequel une boîte peut tester des choses en travaillant finalement un peu avec le régulateur. Et du fait qu'elle fait ça, elle va avoir une sorte de certificat de conformité et elle ne pourra pas prendre d'amende administrative. Ce dispositif-là, il est prioritaire pour les startups et c'est gratuit pour elles. Donc voilà, il y a quand même, on voit des efforts qui sont faits dans le règlement lui-même. Maintenant, on attend pas mal de guidelines dans la mise en œuvre vraiment pratique de à quoi ça va ressembler. On a cette volonté de simplification qui a émergé cette semaine. Donc, à suivre, ça va encore bouger, mais déjà, on peut se dire, OK, ça va peut-être aller vers une simplification. Donc, à ce stade, que peuvent faire les entreprises? Moi, je donnerais 2 recommandations pratiques. Un, c'est de anticiper, ça c'est un credo qu'on a chez Bold, enfin, plus on anticipe et plus on est crédible et mieux on arrive à piloter sa boîte, évidemment. Donc, de déjà se poser la question de, OK, est-ce que je vais tomber ou pas dans telle ou telle catégorie et en fonction, qu'est-ce que j'ai comme typologie d'obligation pour déjà avoir conscience de ce qui va attendre l'entreprise si ça reste en l'état, parce qu'on ne sait pas encore une fois comment ça va être simplifié. Et du coup, déjà développer un peu en bonne intelligence et avec des bonnes pratiques, parce qu'en réalité, encore une fois, sur le fond des règles et sur la logique des règles, on est sur des choses qui sont finalement assez évidentes et qui vont être demandées par les clients. Typiquement, je pense que personne n'a envie d'avoir une solution d'IA qui est complètement biaisée ou qui va donner des résultats qui sont pas fiables. Personne n'aura envie d'utiliser une solution d'IA qui est une passoire en termes de cybersécurité et avec des données qui vont partir n'importe où. Les clients n'achèteront pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, de toute façon, et moi je vois quand je parle avec mes clients, par exemple, j'ai un client dans un domaine RH, donc qui sera potentiellement une IA haut risque. Et on parlait je disais, bah voilà, tu vas avoir tel type d'obligation, il faut que tu aies pris telle mesure pour montrer que tu as anticipé un certain nombre de risques, notamment des risques de billets. Et elle me dit, ah bah oui, bah ça, on a mis telle chose en place. Ah bah oui, ça, on y a pensé, on a mis telle chose en place. Donc, en fait, si ça se trouve, il y a déjà beaucoup de choses. Ou si on développe une IA qu'on veut performante, qu'on veut qualitative, en réalité, on respecte probablement déjà un certain nombre d'obligations. Donc, prendre connaissance des obligations telles que prévues dans le règlement pour voir, OK, est-ce qu'il y a des choses que je fais déjà? Est-ce qu'il y a des choses complémentaires que je pourrais éventuellement mettre en place? Et du coup, développer le produit en gardant ces choses-là en tête, au moins on est sûr d'aller
dans la bonne direction et de pas devoir tout changer dans 1 an ou dans 2 ans. Donc ça, c'est la première recommandation pratique, c'est anticiper et faire un peu on va dire de la qualité, by design. Et la 2e chose, c'est de documenter justement déjà tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'obligations qui sont de l'obligation de documentation, de l'explication et donc garder des traces en fait de ce que font les entreprises parce qu'on en parlait avec d'autres clients qui nous disaient: «C'est vrai que nous, en tant que développeurs, on n'a pas du tout une culture de l'écrit, on fait les choses et on garde pas forcément des traces de pourquoi est-ce qu'on a développé de telle ou telle manière». Bon, bah, là, c'est intéressant de commencer à développer une culture de la documentation dans les entreprises pour que juste ce soit noté quelque part, pas sous forme de documents, de rapports de 50 pages. Encore une fois, il s'agit pas à ce stade de faire de la compliance. Il s'agit de garder des traces des questions qu'on s'est posées et de pourquoi on a fait les choses d'une certaine manière. Sachant que tout ça, à terme, pour moi, ça peut être des arguments commerciaux pour justement montrer, l'attractivité du produit ou du service qu'on va fournir grâce à l'IA. J'avais une question un petit peu plus sur l'accompagnement. Toi, tu disais, tu es dans un cabinet d'avocats, donc vous accompagnez, des gens sur des problématiques juridiques. Mais, enfin, déjà, vous avez une approche chez Bolt particulière, avec, comme tu disais, un abonnement, qui est assez différent du modèle classique, on va dire, de l'avocat qui facture à l'heure. Et en plus, là, on est en train de parler de sujets, que ça soit les sujets numériques, mais encore plus avec l'IA où tout évolue très vite, où tout bouge tout le temps. Alors que je sais pas si on fait du droit du travail, par exemple, bah, la réglementation, elle bouge pas, tout le temps et puis surtout la matière en tant que telle n'est pas aussi, évolutive rapidement, tu vois? Qu'est-ce que ça change, en fait, dans la manière d'accompagner, de se mettre à côté des entrepreneurs ou des gens que vous accompagnez, le fait de travailler sur un sujet comme l'IA qui bouge aussi vite avec, tout un tas de réglementations qui évoluent aussi, ou est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change rien? Est-ce que, il faut devenir, pas forcément un fin connaisseur de la technologie, mais avoir une vraie compréhension des enjeux ou en fait c'est, assez classique et ça change pas fondamentalement les choses par rapport au métier d'avocat, sur d'autres métiers? Je pense qu'il y a une balance technique qu'effectivement, il vaut mieux comprendre si on veut dégager des solutions un peu intéressantes et nous, c'est justement pour ça qu'on a eu cette démarche de créer le lab où le but, c'est d'avoir un échange pour pouvoir avoir cette approche. Nous, on va forcément avoir une approche juridique, mais l'approche juridique n'a aucun intérêt si elle est décorrélée de la technique et donc ce qui est super intéressant, c'est de le construire avec les clients et c'est là qu'on dégage des solutions qui ont une vraie utilité pratique. Je te donne un exemple, on a un client qui fait d'ailleurs toujours de l'IA générative, de contenu plutôt photographique. Il se posait des questions sur la responsabilité qu'il pouvait avoir du fait de contenu, si les contenus étaient illicites, si des gens s'amusaient à générer des images, pédopornographiques avec sa solution et comment est-ce qu'il devait faire, sachant qu'il voulait mettre en place un système de modération. Mais du point de vue de la réglementation française, on se posait la question de la loi la loi pour la confiance dans l'économie numérique, comment ça allait s'appliquer? Est-ce que potentiellement il tombait dans l'une des qualifications qui disait qu'il devenait responsable des contenus? Enfin, on avait nous, du coup, une réflexion juridique à mener. Mais du coup, on a énormément travaillé avec lui par rapport à on a travaillé sur son workflow de comment se passe la génération d'images, à quel moment on a des points de contrôle et comment on fait en substance pour que ça reste un 100 outil et qu'il y ait pas une modération qui ferait tomber l'outil dans une qualification de type, éditeur et donc avec une responsabilité des contenus. Donc nous, on va apporter notre expertise juridique, mais ce qui est intéressant, c'est de la confronter à ce qui est techniquement possible, de réfléchir et de construire avec le client les solutions pour que, lui, il ait une solution qui soit, la plus attractive possible, avec le moins de risques possible pour lui en termes juridiques, pour que ça vienne pas le freiner dans son développement. C'est quelque chose qu'il faut avoir, je pense, dans tous les domaines du droit. C'est-à-dire que nous, chez Bold, on a ça de manière globale puisque on essaie de toujours avoir une approche très business, très pragmatique et donc même si on fait tu donnais l'exemple du droit social tout à l'heure. Alors déjà en plus, il évolue aussi pas mal, hein. Tout le système de droit finalement évolue pas mal. On a des réformes dans tous les sens, mais tu auras toujours à appréhender ta propre expertise au regard du secteur dans lequel tu te trouves et des pratiques et des enjeux business dans lesquels se trouve ton client. Donc en droit social, tu vas finalement aussi à devoir intégrer dans ta réflexion l'enjeu de: «Oui, mais la boîte doit se développer et de telle manière et comment je fais pour faire en sorte que ce soit que mon conseil lui permette de se développer le plus facilement possible et que je vienne pas la bloquer tout en la sécurisant». Et tu auras cet aspect-là dans dans toutes les matières. La différence dans la matière IA, c'est qu'effectivement, tu as cet aspect technique, tu as le fait que c'est très nouveau et que donc il y a encore beaucoup de choses à créer. Et en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il faut prendre les règles de droit existantes, là où parfois quand on n'a pas vraiment
règles dédiées sur l'IA. Il faut prendre les règles existantes et essayer de se dire: «OK, bah, avec ces règles-là, comment je fais pour dégager des solutions et pour, trouver des réponses aux questions qui se posent?» Donc je sais pas si j'ai complètement répondu à ta question là-dessus? J'ai noté que fondamentalement, ça changeait pas la posture de l'avocat et en tout cas sur l'IA que vous aviez cette approche d'essayer de comprendre ce qui était techniquement, faisable pour proposer des solutions qui soient, qui correspondent à la réalité de ce qui est possible. Donc je pense que c'est intéressant en tout cas du En tout cas, ce qui est important, c'est de dire, si tu veux, tu vas jamais pouvoir donner une se enfin, si tu te contentes de dire, bon, bah, alors la réglementation te dit que, par exemple en matière d'IA, bah, voilà, la réglementation te dit que tu dois produire telle documentation et que, ton IA doit pas être biaisée, voilà, débrouille-toi avec ça, bah, ton client, il va pas pouvoir en faire grand-chose. Si par contre, tu es dans une négociation avec, un grand compte en face qui lui exige d'être conforme sur un certain nombre de points et que derrière, bah, tu vas te poser très concrètement la question de: «Oui, mais est-ce que tu peux être conforme? Est-ce que déjà tu es obligé d'être conforme? Est-ce que vraiment tu es soumis à cette qualification? Et est-ce que tu peux du coup, dans ce cas-là, respecter toutes les obligations ou non, tu peux pas encore, mais dans ce cas-là, bah, écoute, enlève telle ou telle fonctionnalité de ton produit qui te ferait tomber dans une IA à haut risque. Je vais essayer de te donner un exemple pour que ce soit plus parlant, mais nous, on a par exemple des discussions avec des boîtes sur des solutions d'IA dans le domaine de l'éducation. C'est l'un des domaines qui peut tomber dans les IA à haut risque, mais uniquement sous certaines conditions. Et donc, nous, on va aller regarder les textes pour se dire, OK, est-ce que tu tombes dans tel ou tel type de solution? Par exemple, une solution qui permet de vraiment personnaliser le parcours d'apprentissage de quelqu'un, ça va être considéré comme une IA à haut risque. Versus une solution qui serait un outil 100% à la main de la personne, et où on ne lui dessine pas de parcours d'apprentissage, potentiellement, bah, à la lettre du texte, on pourrait argumenter que non, on ne tombe pas dans les IA haut risque. Bon, bah, si le client n'a pas les moyens de se mettre en conformité avec une IA haut risque tout de suite, on peut lui dire, bah, limite tes fonctionnalités dans un premier temps pour déjà sortir un produit et puis aller le tester, aller rencontrer ton marché. Et une fois que tu as une base d'utilisateurs un peu plus forte, que tu as les moyens de te mettre en conformité, bah, tu rajoutes l'autre fonctionnalité où tu vas passer IA haut risque et tu pourras à ce moment-là respecter les obligations qui vont avec, mais parce que ça y est, tu auras les épaules pour le faire. Peut-être que dans un premier temps, au vu de ton stade de développement, au vu des moyens que tu as, eh ben, il faut peut-être se concentrer sur quelque chose d'un peu plus petit, mais qui va te permettre d'avancer, d'avoir des clients, de commencer à lancer un business et d'avancer. Et tu rajouteras les briques supplémentaires derrière. Et voilà, c'est ça que j'entends par un raisonnement très pratique et ancré dans la réalité. C'est vraiment se poser la question de tel client par rapport à ces enjeux-là. Moi, j'ai ma vision sur la réglementation en tant qu'avocate, mais lui, il a une vision très précise de ce qu'il peut faire en termes de business, de ce que ses clients attendent. Et ben, on va confronter les deux pour essayer de lui trouver les solutions les plus adaptées pour que son business puisse avancer. On en a parlé tout à l'heure de la législation, alors rapidement, mais sur les États-Unis, la Chine. Tu vois, si on se place dans un contexte un peu plus géopolitique, tu vois, est-ce que tu as un peu des billes sur la réglementation européenne, on en a parlé, mais ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe potentiellement en Chine, parce que tu as quand même des enjeux pour des entreprises européennes de se développer à l'international et donc de respecter certaines législation. Couplé à ça, j'ai une question, tu vois, qui pour prendre un peu le contre-pied de ce qu'on disait d'une certaine façon tout à l'heure sur le fait que la réglementation européenne, ça pouvait constituer un frein à l'innovation. Tu vois, si on se place dans une perspective géopolitique où on se dit qu'en fait, les Américains, ils sont dans une phase de déréglementation complète, que en gros, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible et qu'en face de ça, l'Europe, elle veut essayer de porter une vision un petit peu, plus, je sais pas si c'est, social, peut-être éthique, peut-être écologique de l'intelligence artificielle et donc quasi on pose un cadre qui va permettre de développer des solutions qui vont dans ce sens-là et peut-être qu'à moyen terme, enfin à court terme pardon, ça va brider l'innovation, mais en fait à moyen ou long terme, ça va permettre de développer un vrai secteur qui soit aligné avec ses valeurs. On peut se dire qu'en fait, à moyen ou long terme, ça fait sens d'avoir ce cadre qui bride l'innovation parce qu'en fait, on se passe plutôt à moyen terme et à moyen terme, on atteint un peu l'objectif qu'on se fixe, tu vois? Je sais pas si ça Disons qu'en tout cas, moi, j'ai envie de croire que oui. J'ai envie de croire que à moyen terme, ce qui va favoriser l'adoption des outils, le succès des outils va être que, les utilisateurs vont avoir confiance et ils vont avoir confiance parce qu'ils savent qu'il y a certaines mesures qui les protègent. En fait, si je raisonne par analogie avec le RGPD, alors oui, ça cassait les pieds à tout le monde. Maintenant, moi, ce que je dis à mes clients dès le départ, c'est: «Faites gaffe parce que de toute façon, ça va créer des attentes chez les gens». C'est-à-dire que très rapidement, les gens vont être acculturés au RGPD et donc ils vont attendre de vous que vous soyez conforme et ça va être un critère de ça va même plus être un avantage compétitif d'être conforme au RGPD, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est vous allez être pénalisé si vous l'êtes pas parce que tout simplement vous trouverez plus de clients au bout d'un moment. Avec l'IA, je pense qu'à moyen terme, ça risque d'être un peu la même chose. C'est-à-dire que si on commence à créer une
culture de une IA pas biaisée, ça veut dire une IA avec des sources d'entraînement qui sont documentées, ça veut dire un certain niveau de transparence sur comment est-ce que tout ça fonctionne et qu'est-ce que les personnes peuvent en attendre en termes de performance, etc. Bah, si on crée cette culture-là, les gens vont l'attendre. Et donc, si derrière les IA ne respectent pas ça, bah, elles ne trouveront pas de clients, tout simplement. Donc oui, je pense qu'à moyen terme, ça peut permettre quand même de favoriser le développement sur le marché des solutions d'IA. Dans l'immédiat, c'est sûr que si on regarde là, à l'heure actuelle, les États-Unis qui dérégulent complètement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, hein, le fait qu'on avait un début de velléité de réglementer avec Joe Biden qui avait essayé de prendre quelques mesures fin 2023 et une des premières mesures de Trump quand il est arrivé au mois de janvier, c'est que poum, il a révoqué ça. Donc franchement, aux États-Unis, en termes de réglementation, il y a presque plus rien. Il y a quelques initiatives étatiques. Je sais qu'il y a des petites choses en Californie notamment, mais il y a franchement pas grand-chose. En Chine, alors j'avoue, je suis moins à jour, mais de ce que la dernière fois que j'avais regardé, il y avait quand même quelques réglementations. Eux, ils ont plutôt une démarche où ils réglementent certains morceaux plutôt que d'avoir une réglementation globale. Ils préfèrent réglementer certains cas d'usage ou certaines technologies. Et donc, par exemple, ils ont pris une réglementation, enfin, en tout cas, ils en avaient pris une sur tout ce qui est IA générative et deepfakes, avec aussi des impératifs un peu de sécurité des données, de transparence, etc. Donc finalement, enfin, ce qu'on reproche à l'Europe, la Chine, elle a pris quelques mesures dans le même sens aussi. Donc il n'y a pas non plus une dérégulation absolue dans tous les pays non plus. Il y en a une aux États-Unis, clairement, mais c'est pas le cas partout. Donc on a des approches différentes selon, si je reprends ces trois-là, Chine, Europe, États-Unis, on a trois approches complètement différentes. On a une dérégulation totale aux États-Unis. En Chine, on a plutôt une régulation petit morceau par petit morceau, un peu agile, qui se veut pragmatique, que je trouve pour le coup assez intéressante comme démarche. Modulo le contrôle étatique et évidemment et les orientations, on va dire, que doivent prendre les IA en Chine. Mais je trouve que l'approche en tant que telle de réglementer par petits morceaux et de façon agile est intéressante. Maintenant, c'est une approche qu'on pourrait difficilement avoir en Europe vu qu'on est obligé de travailler à 27. Donc en Europe, on est plutôt on essaie de poser une grosse réglementation d'un seul coup. Les trois approches sont différentes, je ne sais pas forcément quelle est la meilleure. En tout cas, je pense qu'en termes de compétitivité, de toute façon, ça ne va pas se résumer à un sujet de régulation. Et il y a beaucoup d'autres enjeux derrière. C'est des enjeux économiques, c'est des enjeux les fonds qu'on injecte dedans, ce sont les moyens qu'on va mettre dedans. Donc, à suivre. Pour moi, on est encore sur quelque chose d'assez incertain, mais si je reviens à ta question d'origine qui était est-ce qu'à moyen terme, ça peut pas créer un climat de confiance qui va permettre le développement de l'IA? Si, moi je l'espère sincèrement. Et j'espère sincèrement que tout ce qui se passe en ce moment au niveau mondial va un peu forcer l'Europe à justement faire émerger des champions européens. C'est-à-dire que c'est aussi un peu ça que veut permettre la réglementation européenne avec ce système de marché unique, avec des réglementations uniques dont je parlais tout à l'heure et qui s'imposent à tous les gens qui veulent rentrer sur le marché européen. Ça fait une sorte de terrain de jeu uniforme et sur lequel on pourrait avoir des champions. Si déjà on avait des boîtes qui montaient et qui étaient très compétitives au niveau européen, et qui pourraient du coup proposer des alternatives intéressantes aux utilisateurs européens plutôt que de devoir passer par des solutions américaines, bah, ce serait déjà pas mal. Quand tu t'es présenté, tu disais que tu étais avocate en propriété intellectuelle. On a vu passer là, avec la sortie, je crois, de GPT-4o, alors je pas le nom du modèle, mais un peu cette trend de faire des photos style Studio Ghibli, où les gens se disaient waouh, c'est génial, on peut répliquer en fait le style de ce studio japonais, alors même que le fondateur, il était complètement opposé à l'utilisation de l'IA. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me disais en fait, on est en train calmement de se dire que la propriété intellectuelle, tous ces sujets-là, en fait, c'est des sujets du passé et qu'on peut faire ce qu'on veut en fait avec les données qui appartiennent aux autres, sans même leur demander leur avis. Tu vois, sans même parler de payer des droits, mais au moins, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord. Et en plus, on sait très bien maintenant que même pas forcément juste OpenAI, mais Meta ou d'autres entraînent leur modèle sur des données propriétaires. C'est quoi ton regard là-dessus en tant qu'avocate spécialisée sur ces sujets-là? Est-ce qu'avec l'essor de l'IA générative, on est en train de mettre complètement par terre ce modèle qu'on avait instauré de propriété intellectuelle, de droits associés à des créations, ou en fait, non, c'est en train juste de... Enfin, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me questionne beaucoup.
Et je me dis, tiens, à moyen terme, est-ce que ça va pas impacter la créativité, l'innovation? Parce que si on se dit qu'en fait, tout ce qu'on crée, on n'a plus de droit de regard dessus, ou en tout cas, ça nous appartient plus et c'est du domaine public, ça peut avoir un impact aussi sur l'innovation, non? Je sais pas si ça va remettre en cause toute la propriété intellectuelle. Je pense que c'est justement là que la régulation a un rôle à jouer. C'est est-ce qu'ils veulent continuer à le protéger ou pas. En l'état, ils sont quand même plutôt sur l'idée de justement forcer les IA à protéger les droits de propriété intellectuelle. La volonté à ce stade, c'est plutôt d'imposer aux modèles de justifier qu'ils ont entraîné leurs données sur qu'ils ont été entraînés sur des données licites. Alors, j'en parlais avec un client l'autre jour qui me disait, écoute, en pratique, c'est quasiment impossible et tous les modèles ont été entraînés sur des données licites et on n'arrivera jamais à tout complètement réguler. C'est illusoire de penser qu'on pourrait un jour se dire qu'on est entraîné sur des données licites. Mais bon, parallèlement à ça, on voit quand même qu'il y en a de plus en plus qui essayent de justifier que leurs données sont licites en concluant des accords de licence, tout simplement, avec des journaux, avec l'AFP, avec des sources de données qualitatives et fiables pour pouvoir entraîner leur modèle. Ça aussi, finalement, ça va être un gage de qualité à terme que de pouvoir dire, regardez, mon modèle a été entraîné sur tel ou tel type de données. Je pense que si on a la volonté politique qui va se transcrire dans une réglementation de respecter la propriété intellectuelle, on trouvera les mécanismes qu'il faut pour la préserver, quitte à adapter un certain nombre de choses, quitte à effectivement arriver sur un système peut-être de licence obligatoire où on ne demande pas forcément l'accord de la personne, mais à minima, il faut la rétribuer. On va peut-être dégager ce type de solution. En tout cas, ce que tu soulignais là, ce qui s'est passé avec le trend des studios Ghibli, je trouve que ça montre en tout cas, enfin l'IA, je trouve, met en lumière un certain nombre de paradoxes dans le système actuel du droit d'auteur, en tout cas le droit d'auteur français, tel qu'il est conçu. Le droit d'auteur français, il nécessite, pour donner la protection à une œuvre, qu'elle soit originale. Et l'originalité, on dit toujours que c'est, d'un point de vue classique, l'empreinte de la personnalité de son auteur. Nous, c'est ce qu'on apprend sur les bancs de la fac. Et ce que je trouve intéressant là dans ce qui est en train de se passer, c'est que l'empreinte de la personnalité, donc son style, lui-même n'est pas protégeable. Par contre, c'est ça qui est reproduit par les IA. Et donc, tu as cette espèce de paradoxe entre, je reproduis ce qui fait finalement la valeur d'un auteur, entre autres, hein, parce qu'évidemment, la valeur d'une œuvre, c'est pas que le style de l'auteur, c'est l'intégralité de son exécution, mais le style de l'auteur qui n'est pas protégeable, lui, il est repris à l'envi dans les solutions d'IA, et pour l'instant, cette valeur, elle revient pas encore à l'auteur. Et donc, je pense qu'il va falloir quand même trouver des mécanismes pour que s'il décide de le permettre, que ça lui revienne. Donc, je pense qu'il y a certaines choses à travailler. Par rapport à ça, justement, si on regarde un peu plus le marché un peu globalement et la réglementation, est-ce que toi, tu identifies un petit peu des angles morts juridiques, tu vois, autour des IA ou des choses que tu vois émerger où tu dis, tiens, là, il y aurait besoin de réglementer. Tu parlais de cette question du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, il y a déjà cette question de rétribution, sachant que ça va poser aussi d'autres questions derrière. C'est une fois qu'on a trouvé le système aussi, c'est même si tu pars sur un système de licence, il y a aussi les questions de comment est-ce que tu le fais fonctionner, quelle portion de rétribution tu donnes à qui, un peu comme les problématiques qu'on a déjà rencontrées sur la musique et les plateformes de streaming, c'est-à-dire quel poids, entre guillemets, tu donnes à quel type de contenu et comment tu les rétribues. Donc, je pense que ce sujet-là, il est quand même assez mastoc. Et après, il y a, dans les autres sujets que je verrais, il y a un peu une question sur, là, cette fois-ci, ce qui sort de l'IA, non pas l'input, mais les outputs. Voilà, il y a pas mal de littérature qui a coulé sur qu'est-ce qui fait qu'un contenu est protégeable ou pas. Et là-dessus, je pense que maintenant, les solutions dégagées sont assez uniformes de, voilà, si on arrive à démontrer qu'il y a un véritable apport de l'auteur en termes de personnalité, qu'il a vraiment mis sa patte, qu'il a utilisé l'IA comme un simple outil et qu'il a énormément retravaillé les choses derrière, qu'il a donné des instructions très détaillées, qu'ensuite il a manier les choses à sa sauce, oui, il peut y avoir une protection par le droit d'auteur. Ok, là-dessus, tout le monde est assez d'accord. Par contre, le sujet qui n'est pas du tout évoqué, c'est si on est sur quelque chose qui n'est pas protégeable. Et dans la plupart des cas, on va être sur quelque chose qui n'a pas été retravaillé. Alors, la plupart des gens, tu demandes, génère-moi une image qui fait ça. On la retravaille pas derrière. Et donc, ce contenu-là, on peut pas dire qu'on a mis l'empreinte de notre personnalité dedans. Donc, il n'y a pas de protection. Mais du coup, on en fait quoi de ce contenu-là? Qui a des droits dessus? Est-ce que c'est la plateforme qui a des droits dessus? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que on considère que, comme il n'y a pas de droit en droit actuel, quand il n'y a pas un droit de propriété intellectuelle sur un contenu, ça veut dire qu'on considère que c'est dans le domaine public et que tout le monde peut l'utiliser? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il faut que ce soit un domaine public payant? Et à ce moment-là, de nouveau, au profit de qui? La plateforme, l'utilisateur. Donc, on a quand même pas mal de questions aussi là-dessus, je pense, qui sont pas du tout réglées et sur lesquelles ça va être marrant d'essayer de trouver des solutions.
Et enfin, un autre sujet que je peux voir, c'est le sujet responsabilité. Qui est responsable du fait que l'IA ne fonctionne pas? Et là, pour sortir un peu des IA génératives, il y a le cas des voitures autonomes. Une voiture autonome qui génère un accident. À quel point est-ce qu'on considère qu'elle est responsable, sachant qu'un humain aurait peut-être créé exactement le même accident, peut-être même les humains créeront encore plus, enfin, l'IA serait peut-être plus fiable que les humains, mais si malgré cette fiabilité supérieure, elle crée encore un accident, à quel point est-ce que elle est responsable, le fournisseur de l'IA est responsable? Est-ce que c'est le fournisseur de l'IA ou est-ce que c'est de l'IA intégrée dans la voiture ou est-ce que si c'est un autre acteur, c'est celui qui l'a mise dans la voiture? Il y a aussi là-dessus pas mal de questions, je pense. On arrive là sur la fin de l'échange. J'ai une dernière question. Tu vois, après tout ce qu'on s'est dit, et puis où tu disais que la réglementation, toi, tu la voyais aussi comme un bon levier pour permettre de créer de la confiance et donc de l'innovation. Est-ce que toi, tu as le sentiment que cette réglementation européenne, et tu as abordé la question de la souveraineté numérique, elle permet justement d'avoir un bac à sable, un terreau fertile pour développer des champions européens, créer plus de souveraineté numérique. Enfin, est-ce que tu as ce sentiment-là? Et puis en plus, tu accompagnes quand même beaucoup de startups, d'entreprises, donc tu vas passer pas mal de sujets. Tu vois, c'est quoi ton regard, toi, là-dessus? Oui, je pense que c'est la volonté du point de vue européen et je pense que c'est possible vu les boîtes qu'on a en Europe et le fait qu'on a quand même des très belles boîtes, on a des très beaux cerveaux et donc je pense qu'il y a un potentiel pour avoir de très belles boîtes en IA en Europe. Et je pense aussi que tout ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique mondial est justement peut-être le choc qu'il fallait pour que l'Europe se réveille un petit peu et se dise ok, bon là on est face à quelqu'un qui, notamment aux États-Unis, qui n'entend que la loi du plus fort. Il faut vraiment que maintenant l'Europe fasse bloc face à ça. Il faut qu'on ait un marché fort, il faut qu'on ait des acteurs forts, il faut qu'on y mette les moyens. Et donc que tout ça amène l'Europe à se réveiller et injecter les moyens qu'il faut pour qu'on puisse faire émerger des champions européens. Et encore une fois, c'est pas que une question de régulation, c'est une question de moyens financiers, de moyens opérationnels. Et le plan qu'ils ont annoncé cette semaine, il va exactement dans ce sens-là, avec l'idée de mettre plus de data center, de favoriser l'accès aux données, enfin en tout cas de donner aux sociétés européennes les moyens de commencer à développer des choses un peu plus fortes. Donc oui, moi j'espère que tout ce cadre va nous permettre d'avoir des solutions compétitives en Europe et d'avoir des alternatives en Europe qui nous permettent d'avoir une vraie souveraineté numérique. Parce qu'il y a certains secteurs dans lesquels on en a besoin, clairement. Typiquement le secteur de la défense, le secteur, même nous, avocats, toutes les professions réglementées, tout le médical, toute la santé. C'est sûr que ce sont des secteurs sur lesquels, si on pouvait avoir des solutions 100% européennes, ce serait idéal. Merci beaucoup, Éléonore, d'avoir répondu à mes questions. Puis j'espère à bientôt. Merci à toi, à bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.